Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, il s'agit de la journée nationale des toxicomanies. Pour cela, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Yves Guillermin, psychiatre, addictologue, docteur en psychopathologie, chef de pôle addiction et pathologie associée au centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. Je tiens à préciser que pour le mois de janvier sans alcool, j'ai reçu le docteur Cécile Tixeron, psychiatre, et Alain Lanaro, infirmier, pour parler alcool et alcoolisme. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vous remercie pour l'invitation, parce que le sujet est important. Alors avant de commencer, parlez-nous du centre hospitalier Édouard Toulouse. Oui, alors je vais être amené à en parler, étant donné que notre service dépend de l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse, donc qui est situé dans les quartiers nord de Marseille. C'est un hôpital public qui gère donc plusieurs secteurs de la ville, puisque la psychiatrie publique est sectorisée. Donc on a tous les quartiers nord de Marseille, les Pennes Mirabeau et le 1er, 2e et 3e arrondissement. Donc des publics compliqués, précaires, qui cumulent beaucoup de facteurs de risque, de troubles psychiatriques, souvent notamment des addictions et de la précarité sociale. Alors là, actuellement, l'hôpital est en difficulté, comme beaucoup d'hôpitaux en France, puisqu'on est confronté à une sévère pénurie médicale. Il y a de moins en moins de psychiatres et du coup, on est contraint de réduire l'offre de soins malgré nous pour des publics en grande difficulté et face à une demande croissante de soins psychiatriques, puisque on voit bien que la société actuellement est quand même plutôt en souffrance, en perte de repères, et donc les demandes de consultation psychiatrique sont croissantes. Donc on est dans une situation très complexe qui s'aggrave régulièrement, je dirais, depuis au moins une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on est obligé de jongler, d'essayer quand même de soigner dans des conditions de plus en plus difficiles. Le danger, c'est que l'hôpital psychiatrique régresse et devienne un lieu d'enfermement où on n'aurait que des patients hospitalisés sous contrainte. Et du coup, par rapport à l'attractivité des postes, ça risque encore de l'aggraver. Donc on a un problème global d'attractivité, de recrutement qui est plurifactoriel. J'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais en tout cas, situation très difficile, comme de nombreux hôpitaux en France, pas que psychiatrique. La psychiatrie est durement touchée. Vous avez quand même 50% de postes de praticiens hospitaliers vacants. Donc voilà, là c'est au niveau politique que ça doit se jouer, de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour situer le contexte, puisque nous-mêmes, en tant que service d'addictologie, on est amené aussi à soutenir des services en difficulté de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'une addiction ? À quoi c'est dû ? Alors, question directe. À quoi c'est dû ? On peut jamais répondre très directement parce que, comme vous le verrez, c'est plurifactoriel et ne devient pas addict qui veut. La notion d'addiction ou avant de dépendance, de pharmacodépendance, de toxicomanie, il y a quand même l'idée de la perte de liberté, de s'abstenir de pratiquer un comportement, par exemple, est dépendant alcoolique, une personne qui a perdu la liberté de s'abstenir de boire. Donc il y a l'idée d'une contrainte qui est plus forte qu'une habitude, et petit à petit, la personne qui au début pense à recours aux addictions pour gagner en liberté, pour plus exister, petit à petit, toutes les sphères de sa vie vont être envahies par ce comportement addictif ou par de la prise de toxiques, si c'est des médicaments ou des drogues. Et en voulant gagner une liberté, en fait, il va y avoir de plus en plus une restriction dans la façon d'exister au monde et du coup un enfermement de la personne. Donc il y a quand même cette question de contrainte et même d'emprise qui est importante à avoir en tête. Et la personne, évidemment, elle continue le comportement, bien qu'elle ait conscience qu'il soit toxique pour sa santé. Donc ça, c'est une addiction. Addiction, c'est le mot à la mode en ce moment. Avant, il y avait effectivement toxicomanie pour les consommations de drogues illicites, alcoolisme et addiction, dépendance sans objet. C'est-à-dire,
il y avait les jeux d'argent, là il peut y avoir Internet, les addictions au sport, les addictions sexuelles, enfin voilà. Il y a toutes sortes d'addictions, c'est vrai que c'est un mot à la mode et on peut même se questionner actuellement sur les sociétés postmodernes qui sont quand même calquées sur un modèle très toxicomanogène, je dirais, en faisant quand même l'apologie de la consommation et en gommant tout ce qui est l'angoisse de la rencontre à l'autre, l'angoisse de mort, en faisant miroiter que par une pilule X ou Y, on aura un bonheur et une jouissance totale. Et donc à partir de quel âge on peut développer une addiction? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge plus vulnérables et est-ce qu'il y a un sexe plus vulnérable qu'un autre? Oui, alors c'est vrai que, comme je vous disais que c'est à la mode, alors maintenant on parle beaucoup des écrans, des enfants et des écrans. Pour moi, on ne peut pas vraiment parler d'addiction sur un très jeune enfant. Je pense que c'est plus une dynamique familiale. Je pense que vraiment les problématiques addictives, elles émergent particulièrement au moment du processus pubertaire. Voilà. C'est-à-dire au début de l'adolescence. Après, vous avez des fois des jeunes pré-ados qui sont aussi dans des comportements un peu similaires. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des addictions démarrent à l'adolescence. Par contre, les jeunes sont dans l'expérimentation et les expérimentateurs ne seront pas tous dépendants à l'âge adulte. Donc, il y a deux notions à avoir là-dessus. Et souvent, les conduites addictives sont faites justement un peu pour figer le temps et pour rester dans une espèce d'adolescence éternelle, interminable, avec un temps qui s'écoule plus. Alors qu'est-ce que la toxicomanie et comment la distingue-t-on des autres formes d'addiction? Alors je vous dis, le terme toxicomanie, il est plus tellement utilisé parce qu'il a une connotation un peu négative, avec beaucoup de préjugés, le fléau de la toxicomanie. Les toxicomanies, quand on parlait de toxicomanie, c'est consommation de produits illicites. Donc en France, avant, c'était surtout l'héroïne, tout ce qui est produit illicite. Là maintenant, c'est cocaïne, cannabis. Voilà, donc c'est consommation de produits illicites. Après, on a aussi, particulièrement en France, des problématiques de consommation de tranquillisants. On est numéro 1 consommateur d'anxiolytiques. Et du coup, les médicaments détournés font aussi partie des drogues. Et c'est très compliqué, enfin, que ce sont des problématiques de santé publique. Là, actuellement, vous avez très en vogue... acheter dans la rue la prégabaline, le Lyrica, le Rivotril, un anxiolytique qui est mélangé avec des consommations d'alcool et de cannabis, crée des effets paradoxaux et peut faciliter aussi même des passages à l'acte. Et donc quels sont les signes, les symptômes qui doivent alerter la personne elle-même ainsi que ses proches? Oui, alors en fait, comme je vous disais, chez les adolescents, il y a les expérimentateurs. Donc pour distinguer les signaux d'alerte par rapport à une consommation, on va dire, récréative, il y a plusieurs points d'appel. Par exemple, un jeune qui consomme seul, c'est toujours plus inquiétant qu'une consommation en groupe, puisqu'il y a le groupe de pairs, c'est aussi pour partager quelque chose. Et si c'est du récréatif, c'est moins préoccupant. Ce qui nous inquiète, nous, et que le public on reçoit, c'est particulièrement des jeunes qui vont utiliser les consommations de produits ou un comportement addictif pour apaiser une tension psychique. Ça devient comme un médicament. Et du coup, là, c'est préoccupant parce que du coup, il y a une dépendance et l'addiction, elle est utilisée un peu comme un pansement pour la psyché, quoi, en fait. Et donc, quelles sont les principales causes responsables de ces addictions, de cette consommation de substances illicites? Est-ce qu'il existe des facteurs de risque spécifiques qui prédisposent donc certaines personnes à devenir addictes? Oui, alors les facteurs de risque, on en a, puisque nous, on a quand même une expérience de plus de 20 ans de suivi, enfin notamment moi. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a souvent quand même des traumatismes de l'enfance. Ça, c'est très fréquent. Ça peut aller du harcèlement scolaire, inceste, viol, attouchement sexuel. Enfin, c'est très fréquent et du coup, le jeune va partir sur la voie de l'addiction comme pour effacer son histoire et recréer une nouvelle histoire, l'histoire des drogues. Donc tout le travail qu'on va faire avec eux, mais ça je crois qu'on le dira un peu après, c'est justement de permettre au sujet de se réapproprier son histoire pour se dégager de cette pseudo-identité addicte, toxicomane. Donc en fait, les facteurs de risque, oui.
sur les traumas. Après, il peut y avoir aussi des familles où il y a une ambiance très addicte dans la famille. On peut voir notamment avec l'alcool, de génération en génération, des membres de la famille qui ont des consommations. Donc voilà, moi je pense que là, les principaux facteurs de risque, ils sont là au niveau, je dirais, psychique. Et donc, est-ce que c'est considéré comme une pathologie mentale, la toxicomanie ? Alors ça, c'est un grand débat. Alors nous, de toute manière, c'est la question aussi des comorbidités. C'est pas une pathologie mentale. C'est plus un symptôme, un syndrome qui est transversal à toutes les pathologies psychiatriques. C'est-à-dire, on peut le retrouver dans tous les cas. C'est vrai qu'il y a des problématiques psychiques, des personnalités où on retrouve plus fréquemment des addictions comme ce qu'on appelle les états limites ou ce qui est très à la mode maintenant, c'est borderline. Nous, en France, on appelle ça état limite, où il y a vraiment très souvent des conduites addictives là-dedans. Donc non, c'est pas une pathologie mentale, mais ça peut se trouver dans plein de pathologies mentales et parfois pour désintriquer le lien entre pathologie mentale et addiction et toxicomanie, c'est complexe. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez des patients schizophrènes hospitalisés, plus de 70% d'entre eux vont fumer du cannabis et du tabac. Après, il faut se méfier de raccourcis trop lapidaires où on va dire, des fois dans des revues, le cannabis rend schizophrène. Voilà. Donc ça, c'est carrément faux. C'est-à-dire, pareil, ne développe pas une maladie psychiatrique sous consommation de produits n'importe qui. C'est-à-dire, des prises de cannabis, par exemple, ça peut déclencher une bouffée délirante aiguë chez un jeune, mais il y avait déjà un terrain de vulnérabilité psychologique, génétique. C'est pas par hasard. C'est comme un peu, si vous voulez, le service militaire avant, les psychiatres militaires voyaient beaucoup de jeunes qui faisaient des bouffées délirantes parce que c'était la première rupture avec le milieu familial. Donc, des fois, dans les raccourcis, les familles disaient c'est l'armée qui l'a rendu fou. Non, voilà. Donc, c'est pareil pour le cannabis, c'est pareil pour les drogues. Aucune drogue ne peut entraîner, à proprement parler, à elle toute seule, une maladie psychiatrique. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Mais je dis pas que ça complique les suivis, ça complique le soin en cas de psychose si le patient consomme évidemment du cannabis, du LSD ou de la cocaïne. Donc ça complique les choses. Les consommations de produits facilitent les passages à l'acte suicidaire, les passages à l'acte hétéro-agressif. Voilà. Donc c'est des parcours plus complexes et les liens entre addictologie et troubles psychiatriques sont des liens souvent très compliqués. D'ailleurs, il y avait un colloque en 2021 sur troubles psychiatriques et addiction. Vous pouvez le regarder sur Internet si vous tapez ça. Donc, quels sont les effets à court et à long terme de la toxicomanie sur la santé physique et mentale ? Et comment la toxicomanie affecte-t-elle la vie sociale, professionnelle et familiale des individus ? De toute manière, quand on a des problématiques addictives avérées et très installées, comme je le disais au début, ça envahit toute la vie du sujet. Donc, il peut très vite y avoir une désocialisation, une déscolarisation, des problèmes financiers, des problèmes de délinquance pour se procurer la drogue, voire de prostitution. Enfin voilà, donc très vite, ça peut entraîner un engrenage multiple. Donc les conséquences physiques, ça dépend comment est consommée la drogue. Si on prend l'exemple de produits, il y a les problèmes de maladies sexuellement transmissibles par injection sur des seringues partagées, des pailles aussi pour les consommations de cocaïne. Voilà, donc il y a toutes les maladies, toutes les MST, HIV, l'hépatite C. On a aussi des problèmes infectieux, des abcès, des problèmes de thrombose veineuse sur des produits détournés comme le Subutex qui peut être injecté. Voilà, donc les conséquences sur la santé physique, il y en a de nombreuses, celles que j'ai dit. Et sur le côté psychique, évidemment, c'est ce que je disais avant, ça va dépendre du lien entre le sujet et la consommation. Donc ça peut aggraver une maladie psychotique, ça peut entraîner l'éclosion d'une schizophrénie, mais qui aurait quand même probablement démarré. Ça va aggraver les troubles dépressifs, les troubles anxieux. Voilà, les conséquences sont multiples. Et donc, quelle est la prise en charge de la toxicomanie ? Alors, la prise en charge, nous, notre façon de
de voir les choses, c'est de proposer un espace de parole au sujet, voire aux proches, puisqu'on a aussi une unité de thérapie familiale. D'ailleurs, comment les proches peuvent soutenir une personne en proie à la toxicomanie? J'empiète. Oui. La question suivante, comme ça, comme ça, on condense les deux. Ok, très bien. Du coup, alors, de toute façon, nous, on est un XAPA, c'est-à-dire un centre de soins et d'accompagnement de prévention des addictions. Donc, on reçoit les proches. On a maintenant une unité de thérapie familiale qui s'appelle l'UTFA 13. Donc, la question est importante parce que parfois, notamment chez les jeunes, les parents vont se focaliser sur le jeune qui a des comportements addictifs, délinquants, alors qu'en fait, sans se rendre compte que finalement, c'est aussi, ils ont à y voir quelque chose là-dedans, la dynamique familiale qui peut entraîner presque les comportements à risque du jeune, puisque nous, j'aime bien parler de conduite à risque, et du coup, il va devenir un peu le symptôme et le fusible de la famille. Donc c'est pour ça que dans les addictions, je trouve que de proposer une approche familiale est particulièrement pertinent. Voilà. Après, c'était quoi la question juste avant ? Comment la famille et les proches peuvent soutenir une personne ? Peuvent soutenir, je pense que c'est déjà de favoriser le dialogue, d'éviter d'être dans la répression, parce que parfois vous avez des parents qui veulent faire maintenant des bilans urinaires sur leur ado pour voir s'il consomme du cannabis, ou des parents qui vont fouiller la chambre du jeune pour voir s'il n'a pas des drogues cachées. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de rétablir du lien dans la famille et de la parole. Si le jeune consomme mais qu'il peut en parler avec ses parents et qui sont à l'écoute, qui proposent quand même une enveloppe bienveillante et les choses se passent mieux. S'il y a un côté très répressif et très, je dirais, de surveillance, ça a tendance à cristalliser les conflits familiaux et à aggraver les comportements à risque du jeune. Voilà. Alors maintenant, on va parler de salle de shoot. Alors, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Qui peut y aller ? Qu'en pensez-vous ? Ouais, alors là, on est au cœur de l'actualité, puisqu'on nous a aussi demandé un peu de notre avis là-dessus. Moi, je pense que... alors maintenant, on dit plus trop salle de shoot, c'est salle de soins santé. Enfin, donc il va y en avoir une probablement qui va s'ouvrir sur Marseille, puisqu'il y avait eu des problèmes par rapport au quartier. Moi, je pense qu'on est dans le côté faciliter l'accès aux soins de personnes qui sont très éloignées du soin, qui sont très en détresse, probablement en grande précarité, et qui ont recours à l'injection d'une manière très très forte. Donc, je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont visées, qui sont concernées. Nous, on a quelques injecteurs dans le service. Souvent, c'est quand même sous-tendu par des troubles psychiatriques, et donc c'est un travail de longue haleine pour que la personne se dégage du geste de s'injecter. Après, je pense que c'est bien que des lieux comme ça existent. L'idée, c'est que la personne ne reste pas longtemps sur ce palier salle de shoot, mais qu'elle puisse accéder aux soins, parce que l'idée, c'est comme les bus méthadone. L'idée, c'est quand même de permettre un accès aux soins pour ces personnes, pour qu'elles se dégagent de la toxicomanie et de l'addiction, quoi. Voilà. Mais comment ça se passe en fait dans ces salles ? L'idée principe, c'est de pouvoir proposer à la personne qui s'injecte de s'injecter son produit dans de bonnes conditions sanitaires. Donc pour moi, ça pose quand même question, hein, puisque parce qu'après, quand elles sortent du lieu, du coup, elles sont comment ? Elles peuvent être dangereuses, agressives. Enfin, ça dépend ce qu'elles consomment. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que il peut y avoir, ça peut être dangereux de s'injecter. Je sais pas, prenons l'exemple de Subutex, ça peut entraîner un arrêt cardiaque brutal. Enfin, voilà, donc c'est quand même, il peut y avoir une analyse des produits. L'idée, c'est de créer un lien avec la personne. Hein, je pense que c'est ça le plus important. Donc, en proposant un lieu sécure pour l'injection, ce serait de créer un lien avec la personne et de pouvoir petit à petit lui permettre d'accéder à un soin. Voilà. Après, moi, je suis pas fervent défenseur de ces salles. Je me demande si c'est pas aussi réducteur pour le sujet. Et le risque, c'est de le réduire à un trou et à une injection. Après, je pense que c'est bien que ça existe, mais il faut pouvoir ouvrir là-dessus et pouvoir... nous, par exemple, on recevra des personnes qui iront dans ces salles si elles ont besoin de soins après plus précis, psychiatriques et addictologiques. Voilà.
Alors avec l'évolution des technologies et des outils numériques, y a-t-il des nouvelles approches pour le traitement des addictions telles que des applications, la télémédecine, etc. Oui, alors là, je les connais pas bien. Il y a certains patients qui d'eux-mêmes trouvent, utilisent des applications un peu coach pour s'encourager à arrêter, à l'abstinence. Nous, on est moins là-dedans, donc qu'ils l'utilisent, c'est très bien. Nous, on est vraiment par déplacer l'addiction ou la place qu'a l'addiction chez le sujet par la parole, puisque une personne addicte, elle n'aime pas parler d'elle, donc nous, on va lui proposer une rencontre, on va prendre le risque de cheminer avec la personne, et petit à petit, ça lui permettra de desserrer l'étau de l'addiction. Voilà, c'est un peu notre façon de travailler. On a ce travail depuis 20 ans et ça fonctionne quand même pas mal. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute. Ah oui, c'est passé très vite. C'est passé hyper vite. Quel message souhaitez-vous transmettre au public à l'occasion de cette journée nationale de la toxicomanie ? Moi, je dirais qu'il faut se dégager des préjugés, des représentations qu'on a sur toxicomanie en tant que fléau. Il faut bien comprendre que c'est pas par hasard si un sujet est dans un comportement addictif ou devient addict. Oliver Einstein, sa phrase est toujours d'actualité, c'est toxicomanie, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité à un moment donné de la vie. Ça veut dire qu'à un moment, un sujet, il va être dans des comportements addictifs graves, mais il peut très bien s'en dégager un peu plus tard. Voilà. Donc je pense que ce qui est important, c'est de rester vraiment sur la personne, le sujet, de lui permettre de parler de qu'est-ce que ça lui apporte pour lui, sans le juger, et en cheminant avec lui. Voilà. Et je dirais qu'à partir de là, beaucoup de choses se passent et il faut se méfier des clichés préétablis, des discours très alarmistes. Après, je sais bien que il y a un côté politique dans la toxicomanie, il y a un côté sociétal, il y a les problèmes de violence, notamment à Marseille, on en parle tous les jours. Voilà. Mais je dirais, nous, ce qui nous importe, c'est de rencontrer la personne en essayant d'être dans une rencontre authentique avec elle pour l'aider à s'en dégager. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. J'aurais beaucoup aimé continuer avec vous. Ah bah oui, c'est passé très vite. C'est passé très vite, mais on n'a pas le choix, on doit arrêter. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiogm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail, rebecca@radiogm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.